Bonjour à tous. Moi, je vais aussi rester donc dans le thème de ce symposium qui vise à mettre en intrigue la façon dont les élèves font l'expérience d'obstacles, qu'ils soient prévus ou non par les enseignants. David Adé s'est appuyé sur l'expérience d'élèves plutôt dans des tâches et des dispositifs particuliers. Elisabeth s'intéressera un temps plus long tout à l'heure lié au parcours scolaire des élèves. Et entre les deux, je vais m'appuyer sur l'expérience d'élèves à l'échelle de séquences de plusieurs leçons. Et je vais m'attacher plus particulièrement à montrer comment des obstacles s'inscrivent d'un point de vue expérientiel en cohérence avec d'autres éléments qui sont significatifs dans la situation des élèves et qui sont cohérents avec l'histoire dans laquelle ils sont engagés. Vous verrez que ma présentation s'inscrit en continuité avec la présentation de David Adé, puisque nous partageons un même programme de recherche, le programme de recherche de cours d'action, des mêmes hypothèses de substance que David Adé a nommé des postulats tout à l'heure, notamment le postulat ou l'hypothèse de l'énaction et l'hypothèse de la conscience préréflexive, et puis des méthodes de recueil et de traitement de données similaires. Alors, comme point de départ, nous pourrons prendre comme acquise et relativement consensuelle, je pense, l'idée selon laquelle un élève a besoin d'être perturbé pour construire de nouvelles connaissances, pour juger de nouvelles actions comme efficaces. Par exemple, pour qu'un élève apprenne à assurer ou à communiquer de façon concise, univoque, là en escalade sur cette photo, eh bien, il est important qu'il soit perturbé dans ses habitudes de communication, qu'il ne soit pas uniquement installé dans une communication visuelle. Et partant de cette idée, on peut aisément en déduire que le rôle de l'enseignant serait de perturber l'activité des élèves en introduisant, en exploitant des obstacles qui peuvent être des aménagements matériels, comme ici installer un foulard sur des yeux, qui peuvent être des aménagements du temps, ralentir ou accélérer des actions, qui peuvent être des aménagements réglementaires, des aménagements des critères de réussite. Et donc, par exemple, pour filer cet exemple du bandeau sur les yeux, eh bien, c'est en instaurant, en introduisant ce genre de perturbation que l'élève peut être plus sensible à la régulation de la tension de la corde, que l'élève peut être plus sensible à l'intérêt de communiquer verbalement de façon concise, univoque, avec un vocabulaire partagé avec d'autres élèves. Mais je dis semble parce qu'entre les deux, ça mérite d'être mis en intrigue tout ça quand même, notamment quand on adhère à l'hypothèse de l'énaction, qui, bien sûr, défend l'idée qu'il est important d'aménager, qu'il est important d'envisager l'apprentissage comme la résultante d'un couplage entre l'action et la situation, mais qui montre aussi, qui défend l'idée qu'un acteur, et en l'occurrence un élève, eh bien, il est sensible qu'aux éléments qui font choc pour lui. Et ces éléments, ils font choc compte tenu de son engagement, compte tenu de son micro-monde, compte tenu des actions qu'il met réellement en œuvre. Et donc, ces éléments, ils ne peuvent pas se superposer stricto sensu avec les perturbations qui sont pensées par l'enseignant. Alors, pour proposer quelques pistes sur la façon dont les élèves font l'expérience des obstacles, réellement cette expérience, eh bien, je vais m'appuyer sur deux études qui ont été menées auprès d'élèves en EPS. Une première, alors ce n'est pas la chronologie des études, mais la première sur laquelle je vais m'appuyer, c'est une étude menée en kayak de mer en classe de 3e, menée en collaboration avec Carole Seb, Benoît Huette, et où l'idée, c'était de reconstruire l'espace d'action des élèves, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui sont importants pour eux, auxquels ils sont sensibles, leçon après leçon, pour voir comment leur monde propre peut évoluer au cours d'une séquence. Et pour mener cette étude, eh bien, nous sommes appuyés sur des récits d'expérience qui reprennent globalement une méthodologie et des présupposés assez proches des entretiens d'autoconfrontation, et dans lesquels les élèves étaient invités à raconter, commenter leur vécu sans chercher à l'analyser, sans chercher à le rationaliser. Et puis la deuxième étude sur laquelle je vais m'appuyer, c'est une étude qui a été menée en collaboration avec Jacques Saury et Carole Sève, dans le cadre de ma thèse, en escalade avec des élèves de seconde. Et là, l'idée, c'est surtout de pister la construction de connaissances et aussi le devenir de ces connaissances, de voir quand est-ce qu'elles sont ou pas réactualisées. Et là, cette étude a été menée sur 8 leçons à partir d'enregistrements en situation et d'entretien d'autoconfrontation. Je vais exploiter ces deux études de façon complémentaire dans la suite de mes propos. Alors, je l'ai dit, un obstacle n'est pas vécu
en tant que tel, mais il est toujours vécu en cohérence avec l'espace d'action de l'élève. Et donc, on se rend compte que selon les éléments qui font signe à un instant donné dans l'espace de l'élève, eh bien, des obstacles peuvent rentrer, mais d'autres peuvent ne pas rentrer dans la situation de l'élève. Par exemple, un obstacle peut rentrer dans la situation de l'élève, et je vais prendre l'exemple du courant qui peut faire obstacle à l'activité des élèves en kayak. Il peut rentrer quand il est cohérent avec d'autres éléments qui le rendent saillant. Ici, par exemple, le courant entre dans la situation d'un élève parce qu'un élève va être sensible à d'autres élèves qui sont des références pour lui et qui sont en difficulté, qui forcent, voire qui chutent. Et c'est parce que le courant entre dans ce tout qu'il est significatif pour l'élève. Par exemple, quand on reprend des mots d'un élève sur ce passage-là, eh bien cet élève explique qu'elle a été sensible au passage d'une pointe avec un courant fort parce qu'elle avait vu une élève qui s'appelle Léa qui s'était retournée, alors que pour elle, Léa, c'était une élève, une référence. Elle en a vu d'autres qui étaient a priori plus costauds qu'elle et puis qui forçaient. Et donc, c'est pour ça que le courant entre dans la situation de l'élève. À l'inverse, il serait intéressant, mais je ne vais pas pouvoir m'attarder dessus aujourd'hui, faute de temps, de voir aussi ce qui fait que des obstacles ne rentrent pas dans la situation de l'élève. Mais je ne vais pas pouvoir étayer ce point. Aussi, ce que nous montrent ces études, et peut-être c'est un des points les plus saillants, c'est qu'un élève ne s'adapte pas à un obstacle qui serait neutre, objectif, pensé de l'extérieur. Il s'adapte aux obstacles et il s'adapte au monde qu'il adopte. Et je vais prendre cette image que vous avez sur l'écran de ces deux élèves avec un premier élève qui s'adapte à une eau qui est le signe plutôt d'un danger pour lui, dans une situation où il se sent prisonnier d'une jupe qui l'enferme dans son kayak, dans une situation où il doute sur les capacités de ses partenaires à le redresser si jamais il n'arrive pas à se redresser tout seul. Et donc, de façon logique, en fait, l'élève s'adapte à un obstacle, certes, mais il s'adapte logiquement pour lui en relevant la tête, en essayant de respirer, en retrouvant des repères de terrien. Mais ça a comme difficulté de rendre la tête lourde, de replonger le kayak. Et donc, ce n'est pas une adaptation majorante, mais en tout cas, c'est une adaptation logique du point de vue de l'espace d'action de l'élève. Et puis en dessous, vous voyez de façon contrastée un autre élève qui s'adapte autrement à cet obstacle de l'eau, qu'il voit plutôt comme une aide, qui l'aide à se maintenir à la surface de l'eau, qui fait qu'il se sent plus léger sur l'eau. Et lui, de façon logique, il va appuyer sur l'eau, il va enfoncer sa tête et sa tête devient légère. Et donc, on voit comment un même obstacle pensé par l'enseignant, exploité par l'enseignant, ce n'est pas lui qui introduit l'eau, peut être vécu avec des significations complètement différentes entre les élèves. Alors, les obstacles tels qu'ils sont pensés ou perçus par l'enseignant prennent des significations singulières, je viens de le dire, et plus ou moins prévisibles. Ils peuvent être des obstacles plutôt aides. C'est-à-dire, par exemple, quand on est en escalade, on peut introduire des obstacles. Ici, on voit un enseignant qui a introduit un nœud magique, une petite boucle de mou, qui oblige à ne pas tirer trop fort sur la corde et à laisser le grimpeur se débrouiller tout seul. Normalement, c'est un obstacle. Et en fait, quand on rentre dans l'expérience des élèves, eh bien, on voit que pour l'élève qui est sur cette diapo, elle l'a plutôt vu comme une aide. Elle l'a vu comme une aide parce qu'elle se sentait moins pressée par la sureure et elle se sentait moins attirée vers le haut, elle avait plus le temps d'agir. Et donc, un obstacle qui serait normalement un obstacle perturbant devient un obstacle ressource, un peu comme l'a dit David Adé tout à l'heure pour cet élève. À l'inverse, il y a des obstacles qui peuvent être carrément des mises en danger, des obstacles comme signe de danger, comme signe de souffrance, de traumatisme. Et là, je prends l'exemple d'un autre obstacle qui est introduit par l'enseignant au cours d'une leçon d'escalade. C'est le foulard sur les yeux, cette fois-ci les yeux du grimpeur. Et l'enseignant introduit cet artefact pour obliger les élèves à se parler entre eux et aussi pour obliger un petit peu le grimpeur à utiliser des prises qu'il n'utiliserait pas forcément quand il a les yeux ouverts. Sauf que là, chez cet élève, parce qu'elle n'a pas confiance en ses assureurs, parce qu'elle est très sensible au bruit, au bavardage qui se passe en bas de la voix et qu'elle traduit comme un manque d'attention de ses assureurs, et le foulard, ce n'est pas juste un petit défi à relever, c'est complètement un signe de danger
Elle le dit, l'aveugle, moi, ça m'a terrorisé. Je sais qu'elles ne sont pas attentives. Alors, avoir un foulard sur les yeux avec des assureurs qui ne sont pas attentifs, c'est tout simplement pas envisageable pour cet élève. Ce que l'étude des espaces d'action révèle aussi, c'est la transformation au cours des expériences, au cours de séquences, au cours même d'une année, des significations qui sont accordées à l'obstacle. Et typiquement, on note souvent une relation qui évolue d'un obstacle auquel on cherche à se confronter, qu'on cherche à éviter, dont on se méfie, vers un obstacle qui devient plutôt un partenaire, qu'on cherche à approcher, qu'on perçoit peu à peu comme une opportunité d'agir. Et l'exemple que vous avez ici, l'exemple des courants, est assez illustratif de ce processus, puisque souvent les élèves le perçoivent au début comme une gêne, quelque chose auquel il faut s'opposer parce que ça freine l'accès à notre destination, parce que ça nous oblige à faire des efforts. Et puis progressivement, ces courants, on se rend compte qu'ils sont plus aidants. Il y a des courants qui nous permettent de nous reposer quand ils sont derrière un rocher, que ça nous offre un abri. Il y a des courants qui nous permettent de jouer, comme ici à l'écran, quand on fait des reprises de courant. Il y a des courants qui nous aident à revenir sur nos pas en utilisant un contre-courant. Et donc, on voit comment, d'un obstacle gênant, perturbant, eh bien, on glisse peu à peu dans l'expérience à des éléments qui deviennent vraiment aidants pour l'élève. À l'inverse, mais là aussi, je ne vais pas trop m'attarder, c'est un peu moins le sujet de ce symposium, mais on peut aussi renverser les choses. Parfois, l'enseignant a l'impression d'apporter des aides. Ce sont des aides à un moment donné de la progression, mais ces aides peuvent devenir des gênes. Par exemple, des élèves peuvent apprécier la présence de l'enseignant, qui est rassurante, qui aide à réussir des choses qu'on n'arriverait pas tout seul. Et puis, au fur et à mesure des leçons, eh bien, ces aides deviennent des gênes, comme par exemple, quand un élève, là on le voit en leçon 4, voit la présence de l'enseignant comme un manque d'autonomie, comme le fait de ne pas pouvoir se débrouiller seul, comme le signe d'un manque de compétences. Donc, à l'inverse, des aides peuvent devenir des obstacles, tout comme des obstacles peuvent devenir des aides. Alors, un autre point de résultat sur lequel je voulais insister, parce que c'est aussi le titre que j'ai donné à cette intervention, c'est la place qu'occupent les obstacles dans les histoires dans lesquelles sont engagés les élèves. Alors l'histoire, juste pour expliquer un petit peu, c'est ce qui structure l'engagement actuel d'un élève, ce qui structure ses occupations du moment, en le projetant vers un horizon d'attente. Elle démarre par une intrigue, elle poursuit un intérêt pratique, elle connaît généralement des rebondissements, et puis elle finit par une issue au moins provisoire jusqu'à ce qu'elle se rouvre. Et bien, dans ces histoires, on peut voir que les obstacles peuvent être vécus de deux manières différentes et ça n'engendre pas les mêmes choses en termes d'apprentissage et surtout en termes d'actualisation de ce qui aura été appris. Ils peuvent être, ces obstacles, l'objet des histoires, ce que j'appellerais des obstacles intrigues, quand l'engagement de l'élève est réduit à surmonter l'obstacle, quand l'élève a comme seule préoccupation de s'en sortir avec cet obstacle. C'est le cas, par exemple, quand on demande à un élève de grimper avec une surcharge, avec un sac lesté, et puis pour cet élève, eh bien, cet obstacle, c'est le but, c'est son seul but. C'est-à-dire que son but, c'est pas de réussir une voie, c'est de réussir la tâche du prof et de réussir à monter cet obstacle qui est contraignant. L'inconvénient, c'est que cette préoccupation, elle est très différente de préoccupation que l'élève aura quand il n'y aura plus l'aménagement. Et on se rend compte que ce qui est construit dans ce genre de situation, quand l'engagement est focalisé sur l'obstacle, eh bien, ce sont des connaissances plutôt endémiques, des connaissances qui valent pour cette tâche, mais qui vont être très difficiles à réinvestir et qui donnent très peu d'opportunités d'actualiser ce qui a été appris dès lors que cette tâche sera terminée. Et puis, de manière contrastée, on pourrait voir aussi des obstacles qui seraient plutôt des obstacles non plus intrigues, comme vraiment le fil conducteur de l'engagement, mais des péripéties. C'est-à-dire qui ne détournent pas l'engagement, mais qui amènent des rebondissements, qui provoquent des perturbations, mais qui ne détournent pas l'engagement et qui vont amener à construire cette fois-ci des connaissances qui ont un pouvoir d'actualisation un petit peu plus fort, qui débordent plus facilement des situations, des dispositifs dans lesquels elles ont été
elles ont été construites. Et là, on voit un exemple, par exemple, d'élèves qui certes joue le jeu de grimper avec un sac lesté, mais qui ne renonce pas à son engagement, qui est tout au long de la séquence de sortir de nouvelles voies, de se faire plaisir en réalisant des voies de plus en plus difficiles. Donc, il est dans la tâche du prof, mais son engagement, il ne se limite pas à l'obstacle qui a été introduit par l'enseignant. Alors, j'en arrive à cette diapositive de discussion où je vais prendre trois petits éléments de discussion qui peuvent nous apprendre qui peuvent nous en apprendre un peu plus peut-être sur la façon dont les obstacles sont vécus par les élèves. Et je prends une autre image que le kayak et l'escalade parce que je pense qu'elle va être assez illustrative de cette façon d'envisager l'obstacle, notamment dans les démarches d'enseignement. La première idée, c'est qu'il est important d'encourager un engagement plus lointain que l'obstacle, de ne pas réduire l'engagement à l'obstacle, surmonter l'obstacle, sauter par-dessus une haie, ça ne doit pas être le but de l'élève. À l'image de la course de haie, celui qui progresse, ce n'est pas celui qui apprend à sauter par-dessus la haie, mais c'est celui qui apprend à la franchir pour courir vite, pour gagner une course, pour relever des défis. Et donc, cette idée, elle amène à questionner l'alternance qu'on a souvent tendance à organiser entre des tâches non aménagées et puis des tâches plus ciblées sur des problèmes, plutôt que de viser cette alternance entre apprendre à franchir une haie et puis réussir des courses. Eh bien, mieux vaut, à mon avis, penser la continuité de ces situations, notamment en termes de continuité d'engagement. La deuxième piste, qui rejoint déjà ce qu'a pointé David Adé tout à l'heure, c'est peut-être de penser les obstacles un peu moins comme des problèmes prescrits et un peu plus comme des opportunités d'agir. Ça amène à changer le regard porté sur l'élève et à ne pas le voir uniquement comme un acteur qui ferait face à un monde hostile, qui aurait pour seul but de résoudre des problèmes qui lui sont posés, mais aussi comme un acteur qui cherche à se couler dans la situation, à faire avec, à adopter les différents éléments de la situation pour agir. Autrement dit, si on fait filer cette image de la course de haie, il s'agirait aussi d'envisager la haie, pas que comme un obstacle, mais aussi comme une opportunité de rythmer sa course, comme une opportunité de voir où on en est dans sa course par rapport à la ligne d'arrivée, comme une opportunité de voir où en sont les autres et de se situer par rapport aux autres. Et donc, changer un peu cette relation d'obstacle à la haie en demandant aux élèves pourquoi pas même de les disposer, de jouer avec sur une piste, pour être moins dans cette relation d'affrontement et un peu plus dans cette relation de coopération. Et puis la troisième piste consiste à ne pas penser l'obstacle, et je l'ai montré plus tôt dans le premier temps de résultat, indépendamment de l'espace d'action de l'élève, parce que l'obstacle, ce n'est pas un élément isolé. Il n'a une signification que parce qu'il est cohérent avec l'espace d'action global de l'élève. Et donc, cela amène l'enseignant à être relativement armé pour enquêter, non pas seulement sur un sujet, non pas seulement sur l'histoire d'un sujet d'ailleurs, mais pour enquêter sur la relation qui se tisse entre l'acteur et sa situation, avec différents outils que je ne vais pas développer ici, mais qui viseraient à appréhender ce couplage de l'acteur et de sa situation, qui viserait à appréhender l'espace d'action de l'élève pour anticiper les effets probables de tel ou tel obstacle. Et ça, je pense que sur cette idée d'enquête, c'est une idée que va prolonger Elisabeth tout à l'heure pour essayer de comprendre les obstacles des élèves. Voilà, donc à mon tour, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention et